Salut à tous, bienvenue sur Jab Live pour un nouveau format box. Vous connaissiez Jab & Hook avec mes compères Dylan, Kabir et Pipa, mais on a eu envie de vous offrir un nouveau format autour de ce sport que j'adore tellement, la boxe anglaise, le noble art, et un format en studio. Vous connaissiez Aldric Enerby, bienvenue à Bruno Enerby. Je suis avec monsieur Bruno Suras, le Marseillais, qui va de temps en temps désormais venir en studio avec moi du côté de Nice. Il va prendre le train à chaque fois, de petites heures sur la Côte d'Azur, t'es bien. Ça se fait rapide. Et on lance donc Bruno Enerby, où on va parler de notre passion de la boxe anglaise. Ouais. Bruno, parler de l'actualité et débattre de tous ces combats qui nous font plaisir. Parce que 2026, je le disais tout à l'heure, on se en parlait en off, grosse année Bruno. Ouais, très très grosse année, il y a pas mal d'enjeux. Et il va y avoir beaucoup de mouvements dans la boxe mondiale, donc ça va être une année vraiment charnière qu'il faudra suivre et décrypter. Pour ce premier numéro, on a un gros programme. D'abord, comme d'habitude, abonnez-vous sur YouTube, sur Jab Life, abonnez-vous sur Instagram, faites avancer cette communauté, avancer ce bousin, comme je dis toujours. Et on remercie notre partenaire pour cette émission, Yam Nutrition, qui nous accompagne pour le développement de Jab Life. Moins 15% sur tous les produits du site internet. Vous le trouverez dans la description de l'épisode et en commentaire épinglé. Il y a beaucoup de produits sur leur site, donc n'hésitez pas avec le code JAB15. Bruno, je l'ai dit, gros programme. On va parler d'Itoma avec Usyk. On va parler de Zayas contre Ennis. Gros combat qui vient d'être annoncé. On va parler de la folie Inoue Nakatani au Japon. Les gens ne sont pas prêts à certains chiffres qu'on a vu passer, tu le sais. Mais je voulais qu'on commence aussi par toi, par ce qui se passe en ce moment, parce qu'on t'a laissé avec la revanche contre Rémy Munguia. C'était il y a presque un an maintenant, finalement. Mai 2025. Moi, j'étais au Canada à l'époque pour le combat de Manon Fiorot. Je le regardais dans sa salle d'entraînement. On l'avait regardé avec Aldric et Jérôme Vollerin, le coach de striking de Manon. Aujourd'hui, donc, on est début avril au moment où on tourne cette vidéo, donc ça fait 11 mois que tu n'as pas combattu. Je voulais qu'on reparle un peu en fait, de toute cette après Munguia 2. Donc, tu l'avais mis KO quelques mois avant, on s'en rappelle, au Mexique. La droite qui change une vie, Bruno. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé derrière en fait, depuis ce 2, donc cette défaite contre Munguia par décision? Quelle possibilité tu as eu? On avait parlé de Iglesias à un moment. Quelle négociation tu as eu? Est-ce qu'on t'a ouvert des portes qui finalement se sont fermées? Est-ce que tu peux nous résumer un peu ces 11 mois? Parce que ça résume bien la box business finalement. Alors, pour tout comprendre, je suis free agent quand ça se passe, c'est-à-dire que je suis sous aucune promotion. Après ma revanche contre Munguia, justement, il y a eu ce petit scandale du dopage. Donc, il y a un espoir qui naît chez moi de me dire qu'une justice existe. Espoir qui meurt très rapidement, mais je me dis ok, je suis encore pertinent dans tout le bassin, tout le gratin mondial quoi finalement. On a une opportunité qui se fait avec Iglesias, opportunité qui tombe à l'eau au moment de justement l'accident d'Anthony Joshua. Parce que tu devais être sur une carte. Exactement, techniquement on devait être sur cette carte là. Donc les mois passent, le temps passe et moi je suis encore sans promotion, donc sans assurance du combat de demain. Donc ce pari qui était risqué, je réalise le risque là d'être sans promotion du coup. Donc beaucoup d'espoir puis non, jusqu'à des propositions directes des Giants qui m'envoient des messages pour me dire ok j'ai un combat. Puis finalement, j'ai pas la suite du message, j'ai un combat. Donc c'est très compliqué d'avancer sans promotion parce que justement, le gain peut être plus gros, mais quand ça se passe mal et que la conjoncture ne va pas, c'est compliqué parce que t'es pas prioritaire en vrai. Je suis pas prioritaire, la catégorie elle est hyper dense. Donc moi, j'ai un an d'oubli et on passe vite à autre chose. Donc, sport à mémoire courte, hein, tu sais Bruno. Exactement, et puis au niveau de toutes les promotions, chacun a leur champion et doivent placer vraiment leur champion. C'est compliqué. Y a un nouvel acteur maintenant dans la boxe mondiale en Zuffa Boxing, donc ça a un peu rebattu toutes les cartes. Là aujourd'hui on est proche justement d'une signature de plusieurs combats avec une promotion, donc on devrait avoir de l'actualité rapidement. Promotion ambitieuse? Une promotion ambitieuse qui est bien équipée au niveau broadcaster. Ok, que ce soit en France ou ailleurs. En France ou ailleurs, exactement. Parce que tu étais avec Harrison, ton manager, qui aujourd'hui s'occupe en fait de la boîte. Exactement. Qui s'occupe du management des contrats pour Zuffa Boxing. Exactement, elle gère le management, la promotion, la production de Zuffa Boxing. Donc, il y a un conflit d'intérêts si c'est encore mon manager. Donc, il ne pouvait plus être mon manager. Il m'a présenté d'autres managers très influents qui avaient des priorités. Donc, c'était soit je prenais une décision, soit le
le sort me poussait vers la fin, quoi, parce que justement, l'inactivité, c'est la mort du boxeur. Et soit je me refuse vraiment à refaire des petits combats de manière confidentielle. Donc, fallait faire un choix. Ouais, ça, tu l'as très vite compris aussi que Oui, sport à mémoire très courte et qu'en fait, si tu restes trop longtemps complètement. sans boxer, tu disparais du paysage. Complètement. Moi, au lendemain de la revanche, on est en mai, on parle encore de top 5 mondial, de très gros combats. Crawford lâche les ceintures, donc je suis encore très pertinent. 6 mois passent et là, c'est fini. Et donc, faut agir, sinon tu passes vite à autre chose et c'est ça qui est ingrat. Je perds pas de manière significative, je perds de manière même très litigieuse due à ce dopage. Et aujourd'hui, on parle de peut-être une fin de carrière imposée par le temps d'inactivité. Donc, c'est pour ça que c'est important de rester en activité. Ouais. Comment tu as réagi aussi quand il y a eu cette histoire avec Munguia, le dopage tu nous en avais parlé aussi, mais l'après, en fait, tu vois, plutôt. C'est-à-dire le fait de réaliser. D'ailleurs, tu me l'avais dit très vite quand on en avait parlé, que tu sentais le coup venir, qu'il n'y aurait pas de conséquences, en fait. Je ne me suis jamais fait une illusion par rapport à ça. Je savais que, quoi qu'il arrive, je n'allais pas gagner, mais que j'allais quand même en tirer avec un no contest. Même ça, je ne l'ai pas eu. Donc ça a été hyper cruel parce que semaine après semaine, je voyais la suite se dessiner devant moi. C'est-à-dire que lui, il allait être blanchi de manière tout à fait normale. Encore ça, c'est son problème. Mais moi, j'allais être écarté petit à petit sur un truc où je suis juste la victime de tout ça. Donc c'est ça qui est hyper cruel. Là, aujourd'hui, on est en train de parler. Il fait un championnat du monde en mai. Contre Rezendis. Donc finalement, 2 tests positifs, ça n'a pas eu plus d'impact que ça sur sa carrière. Mais sur la mienne, ça a eu un énorme impact. Parce que justement, il y a eu beaucoup d'inactivité et beaucoup de... Tout a été hyper entre parenthèses et moi, j'ai pas pu avancer, quoi. Donc ça qui a été hyper compliqué. C'est le gars qui a combattu le mec positif qui a le plus de conséquences sur sa exactement. carrière à lui. Des fois, ça donne envie de poser les gants, Bruno, ça, de se dire, vas-y. Pour être honnête avec toi, moi, pendant cette année d'inactivité, je me dis, ok, voilà, qu'est-ce que je fais ? Je me vois mal encore cirer des pompes pour gratter un combat. Je me vois mal être la viande encore de quelqu'un d'autre. Je me dis, ça y est, j'ai mangé mon pain noir, je fais 29 combats. Aujourd'hui, j'ai l'exposition nécessaire pour avoir les combats que je mérite. Donc, plusieurs fois, je me suis dit, ok, ça y est, j'arrête. Et ce nouvel acteur qui a totalement rebattu les cartes fait qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de pouvoir maintenant dans cette balance parce que tous les promoteurs classiques sont menacés par cet acteur-là. Donc, le marché est beaucoup plus ouvert. Tu parlais d'Osles Iglesias, le cubain d'Eye of the Tiger Management. C'est aussi l'équipe de Christian Mbili qui est derrière. Aujourd'hui, Christian qui a récupéré la ceinture WBC lâchée par Crawford, que la WBC avait enlevé à Crawford pour le coup, celle-là. Osles, il va affronter, d'ailleurs, c'est dans quelques jours, alors où on parle, Pavel Siliagin, le russe. En fait, c'est pour la ceinture IBF vacante qu'elle laissé Crawford et ils ont déroulé le classement IBF jusqu'à ce qu'un mec accepte. Iglesias, c'est quand même un mec qui a une réputation assez solide. Pour moi, c'est le meilleur de la catégorie. Voilà, on se suit, Renaud. Il y a plein de mecs qui ont refusé. Pavel a dit oui, le russe. T'étais pas si loin derrière au classement IBF. À un moment, t'as espéré qu'en fait, ça aille jusqu'à toi et je sais que t'aurais pris. Donc, je savais qu'à Pavel... Pavel prenait. Pavel avait une carrière un peu anonyme. On lui propose un championnat du monde contre peut-être la future star de la catégorie. Je le voyais mal refuser. Mais quand j'ai su qu'ils allaient prendre un par un les noms, j'avais très vite compris qu'on allait être direct dans la seconde partie du tableau parce que personne ne veut le boxer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a proposé, parce que personne ne veut le boxer. Personne ne veut le boxer. C'est un boxeur hyper excitant, hyper intéressant. C'est un frappeur, il est technique, il est gaucher. Je pense qu'on a même pas vu le quart de ce qu'il sait faire. Il va détruire Pavel, gars. Oui, c'est sûr. Je pense sincèrement aussi. Donc ça aurait représenté un test excitant pour lui. Moi, j'aurais montré encore ce que je valais face à ce type d'adversaire-là. Donc c'est ça qui représentait un intérêt pour Riyad Season, etc. Donc pour moi, c'est le boxeur de la catégorie. Je crois que si je dis pas de bêtises, Munguia, il l'a refusé. Oui, il a refusé. Il fait partie des mecs. Il a refusé rapidement en plus. C'est bon. Il a refusé hyper rapidement. Rezendis, c'est mieux pour moi. Là. Je suis plus content pour ça. Rezendis, c'est pas mal. Donc pour finir sur tout ça, je sais que tu peux rien annoncer. Il n'y a rien de signé. Tant que j'ai pas signé. Mais quand je te dis,
Tu me réponds ce que tu veux, mec. Donc, Ouais. Harrison Whitman, hein, je crois Ouais, que c'est ton ancien manager. C'est ça. Aujourd'hui, tu peux plus être avec lui parce qu'il s'occupe de Zuffa Boxing. C'est ça. Mais quand je te dis qu'avec vos connexions, c'est le mec qui s'occupe de Zuffa, on a peut-être quelque chose. On a peut-être un chemin là. On a eu des discussions qui ont été entamées et il a justement une proposition intéressante que j'étudie. J'ai pu, et les gens qui suivent la boxe sur Jab Life savent que j'ai pu être critique du système mis en place par Zuffa, mais que les boxeurs en eux-mêmes, ils ont bien raison d'aller chercher leur argent. Et puis que pour la France qui vient de signer avec RMC, Ouais, exactement. avoir une figure de proue serait pas mal quand même, Bruno. Ouais, complètement. Et puis surtout, il y a une régularité. C'est un événement par mois qui est diffusé sur tous les continents du monde, peut-être pas en Asie, mais tous les continents du monde. Donc c'est hyper intéressant pour remettre la boxe au devant de la scène. Et c'est une alternative supplémentaire pour les boxeurs, dans le sens où aujourd'hui, moi, je suis contraint dans cette situation-là, que ce soit l'inactivité, soit je m'engage sur tel nombre de combats pour montrer à nouveau ce que je sais faire, ce que je peux faire. C'est une solution supplémentaire et les promoteurs classiques et l'organisation classique ne pourra plus contraindre à ce point-là les boxeurs. C'est ça qui est intéressant. C'est Robert Garcia, l'entraîneur de BAM, Ouais. avec BAM qui avait eu des Ouais, touches après Matchroom là, avec Zuffa justement, et qui disait à un moment pour répondre aux critiques, ce que je le comprends d'ailleurs, parce qu'il faut se mettre aussi du côté des boxeurs. Il disait moi les gars, je vais en faire signer chez eux beaucoup parce que en fait, c'est des boxeurs qui n'ont pas d'autres possibilités. Oui. C'est-à-dire que soit on signe avec eux, soit on a on n'a rien. En fait, on n'a rien devant nous ou des combats vraiment piteux pour des bourses piteuses. Donc, à un moment, il faut comprendre aussi qu'il y a une économie de la boxe qui doit vivre, quoi. Donc, c'est logique. Et en fait, on est dans une époque quand même, Bruno, où il faut monter dans un train. Peu importe le train, sinon tu restes à la gare, quoi. Vraiment, l'ennemi du boxeur aujourd'hui, dans un contexte qui est hyper viral, c'est l'inactivité. C'est-à-dire que quand bien même tu as une activité qui est importante et incroyable, dans 6 mois, on passe à autre chose et il y en a 10 nouvelles. Donc il faut rester en activité, sinon c'est un frein à la croissance, c'est un frein à l'avancement de ta carrière. Donc aujourd'hui, j'ai eu 1 an d'inactivité, j'ai pris mes responsabilités et je vais de l'avant. Okay, donc suivez les réseaux Super Brunello parce qu'il va y avoir des annonces. On enregistre jeudi matin, elle est diffusée vendredi soir. Il est même possible qu'entre-temps, c'est possible, il y ait des choses c'est possible que je confirme. Voilà, donc peut-être vous l'aurez. La dernière fois, on en parlait de dopage et paf. Le jour d'après, c'était le jour d'après. Ouais. Bien. Ouais. Quand tu viens ici, dans les studios Recordia à Nice, il y a des choses qui se passent, Bruno Suras. Bon, on va parler de ce qui nous anime et ce qu'on aime, la boxe de façon globale. J'ai donné un peu le programme. On va commencer par Moses Itoma, le phénomène des poids lourds qui a mis un KO énormissime à Jermaine Franklin. C'était il y a quelques jours, KO au 5e round, KO flippant. T'as vu les images? Flippant. Il blague pas quand même. Hein. Ouais, flippant. La célébration hyper froide. Il s'inscrit vraiment comme une des nouvelles figures chez les poids lourds. L'âge est effrayant. Et ça. On parle même peut-être de manière un peu précipitée de combat contre des gros vilains de la catégorie. Mais là, on tient la future star des 10 prochaines années rapidement. Il est bon, mon Bruno, il va me faire des passes D souvent comme ça, je l'ai compris. Parce que c'est la question que je voulais poser sur Itoma avec toi, qu'on en débatte un peu. Ouais. Aujourd'hui, le président de la WBO, Gustavo Olivieri, a dit qu'ils allaient le mettre mandatory, qu'il avait demandé au comité de le mettre, challenger obligatoire pour la WBO. C'est que la WBO aujourd'hui, elle est chez Wardley, qui va affronter Daniel Dubois. Ça, ce sera le 9 mai. Donc, tu as la possibilité qu'il affronte le vainqueur. Ouais. Tu pourrais te dire, puisqu'il est mis de côté par Usyk qui va faire Rico Verhoeven en Égypte, que ça peut être Kabayel aussi, Agit Kabayel, tu vois, champion intérimaire WBC, pourquoi pas, ça pourrait faire sens pour Itoma. Mais en fait, on se demande à la fin, est-ce que c'est pas cool d'avoir Usyk ? Est-ce que c'est pas cool d'avoir le boss final ? L'ancienne génération qui va bientôt partir contre le phénomène de la nouvelle génération qui va peut-être régner pendant longtemps. On en a déjà parlé avec les compères de Jabenouk, d'ailleurs, je ne sais pas précisé tout à l'heure, mais même s'il y aura des Bruno NRB réguliers, Jabenouk continuera aussi sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Qu'est-ce que t'en penses ? Il faut lui donner Usyk ou c'est trop tôt et en fait on l'envoie trop au charbon ? Moi, je pense que dans les 2 ans qui suivent, lui donner Usyk, c'est trop prématuré, c'est trop compliqué. Il a une expertise qui est trop importante pour lui. Et la défaite pourrait être très, 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 très dure. En poids lourd, c'est pas des défaites faciles. C'est dur d'une moralement à digérer, psychologiquement à digérer et physiquement à digérer. Ça a beaucoup d'impact sur un boxeur. Donc, je pense que dans les 2 ans qui viennent, c'est pas pertinent. Pour Usyk, c'est pas non plus intéressant. Il gagne, on va dire qu'il est jeune.
il perd sa legacy, entre guillemets, pour le fan de boxe qui suit ça de loin sera remis en question trop facilement. Donc, dans 2 ans, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Est-ce qu'ils vont monter... Est-ce qu'il n'est pas plus... c'est pas mieux de faire boxer Itaoma contre justement un Wardley, un Parker? La division des poids lourds, elle est hyper dense. Il y a un tas de combats à faire avant et je pense qu'il a du métier à prendre parce que je suis pas sûr qu'il soit pareil sur 12 rounds. Mais en vrai, moi j'en avais parlé aussi dans notre émission. Tu préfères pas ça à Usyk contre Rico Verhoeven? Oui. Tu vois? Ouais, bien sûr. Ouais. Quitte à faire. Usyk, à un moment, il a dit je prends Rico, le vainqueur de Wardley Dubois. Ouais. Pourquoi pas, ça peut être cool, mais si c'est Dubois, ça fait un 3e contre Dubois. On a compris ce qui se passait quand Usyk et Dubois étaient dans le ring. Et Fury, et il a même teasé Fury 3. Alors depuis, il est revenu un peu, je sais pas si t'as vu. Ouais, bien sûr. Il a dit en fait, ce sera sans doute plutôt Kabayel, un truc. Mais moi, s'il fait Rico, moi je préfère le voir faire Itoma. Bah, je pense qu'on n'est pas la cible. Je pense qu'on n'est pas la cible d'un Rico et je pense que là, aujourd'hui, il a dépassé la dimension et le cadre du sport et aujourd'hui, il est mi-sport, mi-entertainment pur. Donc, on n'est pas la cible et aujourd'hui, il a fait les Jeux de Londres. Il mérite de se reposer, de respirer, de prendre beaucoup d'argent. Donc, on va être... Mais quand tu dis ça, tu veux dire que ça fait longtemps qu'il est là. C'est ça que longtemps qu'il est là. Nous, on sera toujours en demande. On sera toujours en demande et on sera toujours pointu dans notre demande. Je pense que lui, dans ses plans, c'est pas le plan de faire Itoma. C'est pas le plan de se prendre la tête. En fait, j'ai plusieurs arguments pour mon truc là-dedans. Tu me dis ce que t'en penses à chaque fois. Mais dans 50 ans, tu sais que la boxe, c'est un sport d'historiens. Ouais. Les historiens de la boxe, ça se trouve, Itoma, il aura régné sur les poids lourds pendant 10 ans. Tu vois. Il a 24, je crois, un truc comme ça. Donc ça peut... peut-être même moins, je sais plus. Je crois qu'il a 24. Tu sais, les historiens de boxe, ils verront si Usyk, il a battu le mec qui a régné après, en fait. Tu vois. Tu sais, on se souviendra plus peut-être du contexte ou des machins ou qu'il était trop jeune. Ouais. Je trouve que ça peut être une victoire qui vieillit bien historiquement s'il le prend. Alors je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui ce que je te dis c'est que le run saoudien, il n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, là, on lui propose tant pour Rico. Ah, mais ça, je le comprends. Je pense qu'il serait bien bête de dire non, je vais parler d'histoire. Ouais. Donc, il est dans l'entertainment et je pense que lui te dira, mais dans l'histoire, moi, j'ai la légende du pied-point, je l'ai boxé, je l'ai gagné en Égypte, on a fait un gros combat, un bel événement, etc. Plutôt qu'un énième défi contre un boxeur prometteur qui l'éliminera, je pense, très rapidement. Parce que le succès d'estime d'après ça, il va être vraiment court. Hein, on va le dire. C'est bien, on savait que t'es le plus fort, ok. C'est quoi? Oui, c'est une niche. Ouais, c'est une niche. C'est vraiment une niche. C'est une niche. Mais tu sais, en plus, il y a le côté. Même si Usyk, c'est fabuleux. Hein, c'est numéro 1 pour Forpand. Ça peut se débattre avec Crawford ou Inoue à l'époque, mais bon, c'est dans le top 3 minimum de sa génération. Il y a un moment, il y a toujours une bascule. Oui. Bruno. Il y a toujours le combat de trop. Ils l'ont tous fait, pratiquement. Complètement. À part certains rares, Crawford qu'on vient de citer, mais il y en a beaucoup qui ont fait le combat de trop. Je me dis, dans toute la génération, tu vois Kabayel, Dubois dont on a parlé, il l'a déjà massé 2 fois. C'est le nom. Tu vois s'il y a un mec qui peut-être, je dis juste peut-être parce que je mettrais quand même Usyk favori, peut-être le battre, c'est peut-être Itoma. Je pense que la puissance, la jeunesse, l'explosivité. Dans 2 ans, c'est le nom. Dans 2 ans, c'est le nom et peut-être qu'ils vont le construire en faisant naître ce fantasme chez nous. Mais s'il y a quelqu'un, c'est l'homme. Ce sera lui. Mais maintenant, c'est peut-être trop tôt. Alors, on lui fait faire quoi? Parce que dans le timing, le 9 mai, c'est Wardley Dubois. Ouais. On espère, moi, franchement, pour la storytelling de cette KT et le côté... on a de nouveaux matchs, j'espère que Wardley gagne. Oui. C'est plus sympa. C'est plus sympa et c'est plus excitant, ouais, je suis d'accord. Il gagne. Quelques semaines après, tu as Usyk Rico. Usyk, on a bien compris quand même qu'il n'est pas dans un truc où je boxe tous les 6 mois. Enfin, il n'est plus dans ça. Faire attendre un peu, prendre l'échec saoudien. Et il a bien raison sur ça. L'autre, il est numéro 1 WBO. Tu fais le vainqueur. Tu fais Wardley ou Dubois d'ailleurs contre Itoma. Complètement. Sauf que si tu fais ça, si Itoma fracasse le gars, comment tu fais pour pas faire Itoma Usyk derrière, Bruno? Après, ça... Tu vois, alors qu'on sera moins de 2 ans, tu vois, on sera moins que ton timing. T'as un Kabayel qui attend depuis X années. Il y a encore je pense que la catégorie, elle est assez riche pour le faire construire, je dirais,
pour pas te donner une durée, encore 3 combats. Il y a encore 3 combats à faire avant d'être pertinent et d'être au pic vraiment de la hype de ce combat. Non, en vrai, il y a même un storytelling avant. C'est-à-dire, il bat, c'est de la supposition, hein, c'est du combat. C'est pas du 100% sûr, mais Itoma, il va te fracasser le vainqueur de Wardley Dubois. Ouais. Puis il va te fracasser Kabayel. Ouais. Tu vois, t'as un truc de. Il n'y a plus personne à part le boss d'en haut, là. Tu vois. Exactement. Puis tu le voulais pas, moi je les prends et je les bats. Ouais, ce serait. Je pense qu'au niveau de l'histoire, tu construirais un truc qui c'est serait un truc fou. évident. Ouais. On veut ce truc-là. Tu vois. Je pense que ce combat mérite d'être. De pas se consommer comme un apéritif. Vraiment, il mérite d'être attendu et d'être un bon plat de résistance plutôt que de se dire là, maintenant, de manière prématurée, est-ce qu'on le fait? Ouais, de ne pas lui donner à manger trop tôt. Ouais. De ne pas le donner à manger à Usyk Itoma. Quoi. Ouais. Qu'est-ce pour toi, il y a encore quoi comme interrogation sur Itoma? Un peu le menton, un peu testé face à vraiment l'élite. Le menton, est-ce qu'il réagit bien face à des mecs qui sont réglés et surréglés? C'est-à-dire que il n'a pas boxé les poids lourds les plus techniques du monde. Comment il réagit face à un mec qui est très 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 technique, qui donne beaucoup d'informations? Comment il réagit sur 12 rounds? Et de se dire, ok, là je vais devoir faire 12 rounds et c'est 12 rounds pleins. Comment il va réagir face à ça? Comment il va réagir à la pression de l'enjeu? Toutes ces petites questions-là, il devra y répondre, je pense, avant de prendre Usyk. En plus, toute cette histoire, je la trouve géniale parce qu'on sait Usyk comme il a. Ouais. C'est le tueur de Britanniques, quoi. Oui. Ça fait combien de fois qu'il est allé chez eux, qu'il leur a pris tout ce qu'ils avaient, tu vois. Vraiment. Et d'avoir, tu sais, le petit jeune qu'on aurait fait monter et qui vient venger tous les anciens. Tu sais, tu peux imaginer un camp, genre, dans le camp de préparation d'Itoma, il y a Edgy, il y a tout. On sait qu'ils sont proches avec Usyk, mais il y a Edgy, il y a Fury, tu sais, il y a tout. Il y a Dubois, ils sont tous là pour l'aider. C'est un truc de fou. Ils viennent tous avec lui vers le ring en mode, vas-y, venge-nous tous et va devenir le champion du monde pour ensuite régner, tu sais. Tu fais un Itoma Wilder pour les paillettes, tu vois. Il y a trop de combats avant de le mettre maintenant contre Usyk. Usyk, toi, tu t'aimerais le voir faire quoi? Tu sais, quand il a annoncé ces 3 combats, là, je t'ai dit de ce dont il avait parlé. T'aimerais le voir faire quoi? Et dans un monde où il referait Dubois et Fury, comme il avait laissé entendre, même si j'ai dit, il a depuis mis un peu d'eau dans son vin sur ces déclats-là, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque un peu? Même si c'est un boxeur extraordinaire, mais moi, je l'ai dit de façon provocatrice dans le dernier Jab and Hook, il n'a pas nettoyé une KT, il a battu 3 mecs. Ouais. Alors, c'était des mecs d'élite, hein, Dubois, Edgy et Fury, et il les a bien battus, et 2 fois chacun, mais il n'a pas nettoyé la KT. Comme chez les cruiserweight. Il n'a pas nettoyé la catégorie. Mais est-ce que j'ai envie de le voir boxer nettoyer? Je pense pas. Je suis pas sûr de vouloir le voir boxer. C'est pas important qu'il les nettoie tous les autres noms là comme ça, les Wardley justement. Selon moi, c'est pas important. Kabayel. Et peut-être que ce qu'il fait pour la boxe en termes de grand public est peut-être plus important que nettoyer les noms manquants. Mais ouais, moi, ma grande crainte, ce serait qu'il fasse le combat de trop. Ces champions-là qui ont marqué l'histoire et qui ont fait des trucs incroyables, ça me ferait chier qu'ils perdent par gourmandise. Je l'ai fait, j'aurais pas dû. Ça me ferait vraiment chier. En fait, je te jure, moi, j'ai eu souvent ce discours-là. J'ai envie qu'il reste, tu vois, le Usyk qu'on connaît, immaculé, qui en 25 combats, je crois, il a une legacy qui est juste incroyable, absolument abusée. Mais moi, j'aime bien l'idée que alors peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, comme tu as dit, s'il y a le scénario que je t'ai parlé, j'aime bien l'idée de le nouveau roi. Oui. Fait tomber l'ancien roi qui est enfin, et on lui reprochera pas tant que ça, tu vois, s'il a 38-39 ans, Usyk, en vrai. Et qui tombe pas gratuitement. Non, et de dire, tu vois, on met un mec sur le trône, un nouveau, parce qu'il a battu l'ancien roi. J'aime bien cette idée. Demain, il perd contre Dubois, ça me fait chier. Demain, il perd contre Itoma, il y a une passation de pouvoir, une histoire, il y a de l'enjeu. Ça crée du mouvement et de la discussion. Même Kabayel, ça m'emmerde. Ah oui, ça me fait chier. Ouais. Alors que là, c'est beaucoup plus piquant. Et en plus de ça, l'âge d'Itoma, vraiment, ça représente un enjeu de fou. Et il y a une vraie montée des jeunes boxeurs qui sont très performants et qui agressent directement la catégorie, comme Zayas. Oh, la passe D, elle est belle. Et je finis quand même sur Usyk Rico, parce qu'on t'en parlait tout à l'heure, mais en soi, c'est un truc on va tous regarder. Hein. En plus, c'est en Égypte, c'est top. D'ailleurs, j'ai vu passer des trucs où il disait qu'il y avait quand même, au niveau de l'organisation, il
il regarde un peu ce qui se passe dans la situation internationale. Ouais, parce c'est un peu que compliqué. ça peut compliquer un peu des choses. Pour l'instant, en tout cas, ce combat arrivera le 23 mai, je crois, sous les pyramides de Giza. C'est un combat qui t'intéresse. Tu vois, je t'ai dit, on va tous le regarder, mais en soi, ça t'intéresse ou tu te dis, enfin, on sait ce qui va se passer, quoi. C'est de la boxe. Il a pas les pieds, Rico. Ouais, bien sûr. Bah, moi, je pense que ce combat va vraiment pas redorer l'image, parce que c'est pas une image perdue, mais je pense qu'elle va mettre en avant les boxeurs pieds-points sont performants, peut-être plus performants que des combattants de MMA, je pense, dans l'exercice d'un combat de boxe. Ouais. Dans le ring, c'est peut-être plus pertinent un combattant de pied-point qu'un combattant de MMA. Donc tu vois pas Usyk totalement jouer avec Rico? Je pense qu'il jouera, mais je pense qu'il fait un peu ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais je pense que on enterre peut-être rapidement un Rico qui aura des choses à montrer, j'espère en tout cas. Ouais, et puis alors lui, il a des choses à prouver. Oui. Enfin, tu vois, parce que tout le monde le voit se faire. Tous ceux qui suivent la boxe le voient se faire complètement. À peu près massacrer. Tu vois, donc, et c'est pour ça que lui, il est vraiment dans le personne n'attend rien de moi. T'as rien à perdre en vrai. Rien à perdre. S'il montrait un tout petit peu plus, enfin vraiment, il monte juste un petit peu. Je pense que c'est vraiment un combat bénéfique pour les amoureux de sport de combat au sens large, parce que on va s'y intéresser. Ah putain, Rico il a fait ça, je vais regarder le Glory, etc. Le Glory, qu'est-ce qui se passe, le Glory, le One, et ça va faire des petits bébés un peu partout. Ah ouais, j'avais dit quand même le truc, c'est que tu vois, par rapport à quand Francis Ngannou vient combattre Fury ou Joshua, c'est que Rico, c'est quand même une niche, le kick. C'est que sorti de cette niche-là, t'as quand même pas grand monde qui sait qui est ce mec-là, tu vois. Moi, je vois pas ce combat comme un truc très grand public, tu vois. Je vois pas le mec qui regarde 3 combats de boxe par an, je vois pas se dire, il y a Usyk, Rico, faut absolument que je sois devant mon écran, tu vois. Il va plutôt regarder Mayweather Pacquiao 2. Exactement. Ouais, mais en fait, je pense que c'est la légende du pied-point qui a régné sur la division des lourds contre la légende. Je pense qu'ils vont en tout cas, c'est vendu comme ça. Est-ce que ça aura de l'impact? Je sais. J'espère. Bon, je t'ai fait une dernière parenthèse, mais juste avant, tu m'avais fait la passe D. Là, c'était une contre-attaque au Vélodrome, Bruno Suras. Là, c'était dans les pieds. J'avais plus qu'à assurer le plat du pied sécurité pour faire trembler les filets. Xander Zayas, le phénomène portoricain de 23 ans, qui affrontera donc Jaron Boots Ennis. Ça a été annoncé pour ses titres WBA, WBO des Super Welter, des 154. Ce sera le 27 juin. Ce sera diffusé sur DAZN, Matchroom, Top Rank qui organise ça. Déjà, quand tu as vu l'annonce, c'est quand même très, 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 très cool comme combat. C'est fou. En plus, ce qui est dingue, c'est qu'il n'a pas chipoté. Il n'a pas chipoté, offre, paf, signé. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de bruit comme ailleurs où il y a des contrats qui s'envoient. Oui, mais t'as pas dit ça. Oui, mais t'as pas fait ça. Il est jeune, il a pris le plus dangereux de la catégorie. Il a dit, allez, je fais, je signe. Alors, il y a des voies bien plus faciles. Il a pris la voie du panache et c'est pas la première fois qu'il prend cette voie-là. Et je pense que c'est un exemple à cet âge-là de faire ce type de combat et personne ne lui tiendra rigueur du résultat. Zayas, c'est le phénomène de précocité de Top Rank. Je crois que c'est la plus jeune signature de l'histoire de Top Rank à 16 ans. Donc en un an, là, il a pris la ceinture. Il a été unifié, les ceintures, WBO, WBA, contre Barraou. Donc il a pris la WBO d'abord. Il a unifié avec la WBA. Combat d'après, Boots. C'est quoi ces coronets? Enfin, tu vois, c'est quoi? C'est un boxeur à l'ancienne. C'est les Four Kings, mon gars. Tu vois, il n'y a pas de let's go. Non, je demande pas un mandatory, un petit combat d'attente, let's go. Ça va direct. Franchement, il est construit comme un futur Hall of Famer. Il va droit, il va direct, il va à l'adversité. Et je pense que ça donne matière à rêver d'autres combats dans la catégorie qui est d'autant plus riche. C'est une leçon aussi de te parler de ces mecs qui... Ça parle de négociation. C'est une leçon pour Vergil Ortiz, champion intérimaire WBC, que beaucoup de gens pensent beaucoup de bien de ce mec-là. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le meilleur 154 aujourd'hui. Beaucoup pensent ça. Depuis des mois, on a eu Ortiz parle avec Boots, et puis ça s'écroule, et puis ça va jusqu'en justice à Las Vegas avec Golden Boy. Et puis Zayas, Ortiz, et puis ça se parle. Et puis là, encore il y a quelques heures, il diffuse carrément les mails d'échange entre Golden Boy et Top Rank. Et moi, je veux que ce soit à tel endroit et que ce soit 50-50, alors que c'est pas lui le champion. Mais c'est lui le grand perdant en fait de toute cette histoire à dire, tu vois. Lui, ça parle, il y a rien qui se fait. Les deux gars là, ils n'ont pas parlé et d'un coup annoncent Zayas. C'est le grand perdant parce que on parlait d'un combat hyper rémunérateur pour Ortiz. Il le perd. Qui va s'intéresser à Ortiz dans un contexte où
Il n'a pas de ceinture à faire valoir. Les mecs qui ont parlé ont fait, et ça va être un combat mais stratosphérique. On a un Fundora qui vient de battre Keith Thurman qui a une ceinture. On a un Kelly aussi qui est bien backé par Matchroom aussi. Ortiz vient de perdre son shot pour beaucoup d'argent et pour d'autres combats après, et c'est ça qui est dommage. Et pour nous, geeks de la boxe qui suivons sur Twitter beaucoup de drama, toute la journée, on voit des gens dire oui, moi je t'ai envoyé le contrat, non, mais toi tu l'as pas reçu, toute la journée, dans toutes les catégories, partout, tout le temps. J'ai jamais vu un mec aussi rapide. Signature, vidéo à l'iPhone. Allez, tiens, on fait. Et on avait eu, je crois que c'est 2 semaines avant où j'avais eu passé un truc de Chris Mannix, je crois, un journaliste qui avait dit c'est en train de parler. Oui. Zayas Boots, de genre, tu vois, petite rumeur, il y a des discussions. Un début de feu. L'info que tu as après, c'est signé et tu as le poster. Let's go. Non, c'est fou, c'est une leçon, je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, des mecs plus spontanés vont réussir à avoir des combats bien plus gros en termes de médiatisation, en termes de rémunération. Et on va pas leur en vouloir du résultat. Et on aime justement ces prises d'initiative. Et on est en train petit à petit de gommer l'ère du zéro qu'a imposé Mayweather depuis des années. Moi, j'ai plus envie de suivre un Zayas. Ok, il fait son combat, il perd, il gagne. J'ai envie de le suivre plutôt que de suivre un Ortiz qui va prendre je ne sais pas qui. Ah, c'est génial ta réflexion. C'est il perd Zayas en juin. Ouais. Moi, j'ai toujours autant envie de voir son combat d'après. Mais oui. Parce que je sais qu'il va encore aller chercher un challenge et un défi. Il va chercher un challenge, un défi. Il sera sûrement champion du monde en moyen. Peut-être qu'une revanche sera pertinente. Il y a un million de trucs à faire. Et c'est pas donné, hein. C'est pas donné parce que Zayas, il a été construit pour ce type de combat-là depuis très 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 jeune. Il est pas presque plus habitué que Boots. Beaucoup plus habitué. Au gros combat, tu vois, au gros combat et à se challenger comme ça, même si Boots il a été unifié à 147 chez Walter. Mais j'ai l'impression que moi, le mec le plus expérimenté dans ce genre de rendez-vous, ça va être Zayas le 27 juin. Zayas, il a assuré des main events. Que je suis pas sûr que Boots ait assuré le même type d'événement. Ouais, porter un événement sur son dos, avec la côté communauté portoricaine et tout. Ouais. Non, il a toute une communauté avec lui. Il représente une vraie part de marché pour Top Rank. Je suis pas sûr que Boots ait boxé un adversaire déjà de la trempe de Zayas. Là où Zayas a fait des défis qui ne sont pas de l'envergure de Boots, mais il a fait ses défis, il les a fait rapidement. Ça va être un vrai défi. Je pense que Boots a l'avantage, mais le combat a le mérite d'être vu. Ouais. Comment tu le vois, justement, ce combat-là? Parce que je vois Boots avec l'avantage aussi. Je ne vais pas te mentir. Si je dois mettre un pari, je mettrais Boots. Je mettrais Boots également. Avec toutes les qualités qu'il a, dont on a déjà beaucoup parlé. Je refais un clin d'œil à Dylan, qu'il aime beaucoup. Ouais. Mais Zayas, c'est pas de la blague du tout. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu boxer, allez voir un peu si vous vous intéressez à ce combat du 27 juin. Ça rigole pas du tout. Ouais. Physiquement, il est aussi imposant pour un 154 Xander Zayas. C'est plus le Xander de 16 ans, il a 23 ans, donc il se développe en tant qu'homme physiquement, la maturité. C'est chaud. C'est pas un 80-20, tu vois. Alors déjà, on n'a pas vu Boots sur un vrai test en Super Welter. On a vu faire un round contre Lima. C'est pas suffisant pour dire qu'il est bien installé. Je pense pas que Boots soit aussi folklorique en Super Welter. Je pense pas qu'il ait l'espace, la dimension physique pour faire ce qu'il veut. Et contre ce type d'adversaire-là qui sait récupérer les erreurs, qui sait prendre de l'espace, qui sait justement pas faire de déchets, comment lui va pouvoir s'exprimer? Et c'est vraiment cette interrogation qui rend le combat hyper excitant. J'espère vraiment que la promo autour de ce combat va être à la hauteur. Parce que c'est un méga fight, Bruno. C'est pas, tu vois, juste une confrontation de plus. C'est un méga fight. Ils le font à New York, ville dont est originaire Zayas. Ouais. Grosse communauté portoricaine là-bas. Énorme communauté. Et Boots, il vient de, je veux pas dire de Philadelphie. Philadelphie, c'est ça. Il est de Philadelphie. Donc qui est pas loin non plus, c'est la côte est. Qui est pas hyper loin, c'est un gros combat est-américain. Je pense que vraiment on devrait en faire tout un pataquès là-dessus parce que c'est, je pense, le combat excitant qui va arriver. T'inquiète qu'on va en faire des pataquès. Tu vas revenir dans ce studio d'ici là et on va en parler. Enfin, que ce soit avant ou après ton combat, on verra la date auquel ça va se passer. Tu parlais tout à l'heure d'Ortiz. Fundora qui vient de mettre le KO à Keith Thurman. Pas étonné quand même par ce qui s'est passé? Non, pas étonné du tout. Keith Thurman, on est quand même sur la fin. On est sur la fin et on est vraiment typiquement dans
dans l'exemple des mecs qui, je vais être dur, mais qui salissent leur legacy. Parce que justement, il y a ce combat de trop. Et aujourd'hui, maintenant, Keith Thurman, on parle de lui comme un gatekeeper alors que c'était un champion. C'était un vrai beau champion. Donc, c'est un peu triste de voir comment ça tourne. Fundora, il y a un côté, c'est Dalsim avec sa taille. C'est dur. Tu vois les points quand il part. C'est dur. Même à regarder, je me dis, mais comment ils font pour boxer ce mec-là? C'est trop dur. Ah ouais, C'est une vraie galère. Pourquoi je parle aussi de Fundora? Parce que donc, c'est le champion WBC. Ouais. Ortiz est le champion intérieur. On rappelle que Ortiz, tu vois, quand on compare à Zayas, il a toujours pas fait de vrai championnat du monde. Ouais. Il a 30 ans, je crois, Vergil Ortiz Junior. Ouais, exactement, ça passe. Alors que l'autre a 23. Là, si t'es Ortiz, en fait, le dernier train que tu dois pas louper pour pas louper tout ça, là, il faut prendre Fundora tout de suite. Il faut imposer, il faut dire, il faut qu'on unifie parce que, avec une idée de Final Four, en fait, les deux vainqueurs, exactement. tu t'espères qu'ils se rencontrent. Alors, le seul moyen d'exister là dans ce bain-là, c'est d'avoir une ceinture pour pouvoir la négocier contre les autres. Là, aujourd'hui, il n'en a pas. T'es pas en position de force? Il n'est pas en position de force du tout. Fundora, s'il lui prend, il est dans les mêmes timings là que Zayas Boots. Donc, soit il se dit, je me dirige sur une grosse unification, soit je vais sur Josh Kelly. Champion IBF. Champion IBF. On peut faire une grosse soirée. C'est première boxing contre Matchroom. Il y a des choses à faire. Pourquoi il irait sur Vergil Ortiz? Pourquoi il ferait, entre guillemets, ce pas en arrière vers Vergil Ortiz? Si ce n'est la faille, mais la faille, il est en train de la perdre. Si tu as d'autres portes qui s'ouvrent, alors la possibilité, c'est que la WBC impose ça, comme c'est intérimaire et champion. Pourquoi pas? Ortiz aussi, tu vois, ça offre, on connaît la WBC. Mais sinon, tu as raison. Fundora, il a peut-être aussi d'autres portes qui vont s'ouvrir. Boots, je le vois plus peut-être être, s'il prend les deux ceintures, là, plus c'est Boots. Un peu plus en attente et voir ce qui se passe. Zayas, s'il bat Boots, mon gars, au micro, il va dire Fundora. Viens là. Viens là, j'en ai une troisième à prendre, tu vois. Il est dans une optique de collectionner les ceintures. Ortiz, il est dans la pire situation qui puisse arriver parce que tout le monde a de quoi mettre sur la table. Lui a pas et lui maintenant a besoin de créer ça et il a perdu son aura de négociation contre Boots. Parce qu'aujourd'hui, le message, c'est quoi? C'est on a négocié, t'as parlé pour rien, t'as pas fait, bon, ok. On n'est pas au courant de ce qui s'est dit, mais la finalité, c'est ça. On a parlé, on n'a pas fait. Moi, j'ai parlé avec un autre champion du monde. Ça s'est fait en 2 semaines. Et dans cette KT, on rappelle qu'il y a aussi quelqu'un qui est très bien placé à WBC, dont on va parler en fin d'émission aussi. On dira un mot, parce qu'il y a une grosse soirée pour la boxe en France le 25 avril à Paris. C'est Bakary Samaké, bien sûr, qui est aussi finalement dans l'équation, parce que si tu fais pas Fundora Ortiz, faut que si Bakary gagne le 25 avril, il y a moyen de lever la main et de dire exactement. où j'en suis, moi. Tu vois. Bah, ça peut être hyper intéressant pour Bakary parce que justement, il peut s'offrir un scalp prestigieux en la personne d'Ortiz. Et lui, Ortiz doit justifier de sa ceinture intérim. Ok, j'ai pas les combats que je veux, mais maintenant je dois le justifier au classement et je dois prendre le numéro 1 parce qu'il va m'être imposé. Donc ça peut être hyper intéressant pour lui. Et sur la même carte, en rumeur quand même, à donner en petite news, Chouchou, Bruce Carrington, qui affronterait Luis Alberto, El Venado Lopez. Donc Carrington, il est champion WBC Feather, il me semble, 126. Lopez, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait 126, donc je pense que ça va être compliqué pour lui au niveau du poids, mais un beau petit combat aussi. C'est dur, Carrington. Oui, c'est dur. C'est dur, c'est fort, c'est technique, c'est hyper bon. C'est Carrington, il veut... Si Naoya bat Junto, il veut Naoya au Madison Square Garden. Mais tout le monde le veut un peu de loin. Tout le monde veut... J'aimerais bien. Naoya qui va prendre Carrington pour prendre un titre dans une 5e KT au Madison Square Garden. C'est ça, en fait. C'est plus de voir Inoue dans le temple de la boxe qui est excitant, plus que de le voir battre quelqu'un. Tu le connais, il vient prendre cette ceinture-là, puis après il dit bon, tous les autres champions Feather, bienvenue à Tokyo les mecs. Maintenant, si vous voulez le scalp du vrai champion de la KT, c'est Tokyo où il faut aller. T'as vu, je me suis fait une auto. Ouais, j'ai vu. Passe décisive, tu vois. Je me suis lancé moi-même mon plat du pied sécurité. Monsieur Bruno Suras, Inoue Nakatani, le 2 mai au Tokyo Dome. On est le 2 avril. Au moment où on enregistre cette émission, c'est dans un mois pile. Sachez que je vais vous gaver, ceux qui nous écoutent sur Jab Life, même dans les émissions MMA, je vais en parler. Vous le voyez pas, il a un pantalon Tout à fait. J'ai même la veste pour ce qu'on va tourner cet après-midi, mais je laisse la surprise pour ça. Donc, Inoue Nakatani, c'est dans pile un mois. C'est le plus grand combat de l'histoire de la boxe au Japon. Il n'y a pas photo. Numéro 2 du top 10 pound for pound. 2 invaincus, gros ratio de KO, champion du monde dans 4 et 3 catégories.
Tout simplement, ma première, parce que je t'ai pas entendu là-dessus trop, mais c'est ce que la boxe peut produire de mieux, non? Ce que je viens de dire là comme affiche. C'est phénoménal. C'est un combat exclusivement nippon qui se suffit à lui-même finalement et qui est une réussite déjà, alors que on n'est pas dans les dramas très américains. On n'est pas. C'est complet. C'est complet. C'est un combat fantastique. C'est un combat fantastique en termes de sport. C'est fantastique en termes de l'impact que ça a dans le pays. C'est fantastique. Et surtout ce que ça dit de la géopolitique de la boxe. On a besoin de personne. On a besoin de personne. On fait tout très bien et regardez comment on fait. Donc c'est un message d'espoir aussi. On est contraint par personne et toutes les grandes nations de la boxe peuvent faire de même. T'as raison, Ohashi, le promoteur d'Inoue, Taiken qui est aussi derrière, promoteur historique japonais, tout ça sur l'Emino au Japon et les télés étrangères, et je crois que c'est DAZN qui passe aux États-Unis, c'est vous qui devez venir nous acheter le truc. Les chiffres, donc tu viens de le dire, donc on l'a appris il y a quelques heures, Ohashi l'a confirmé, c'est sold out, 55 000 personnes au Tokyo Dome, il y avait des listes d'attente pour ça. C'est complètement fou. Nous, on échange aussi sur un groupe où on cherchait à voir pour les étrangers s'il y avait des places. Ça s'est très vite aussi sold out pour les places dispo pour les hors Japon. Il y a des listes d'attente, je te l'ai dit, pour la pesée. Pour assister à la pesée. Il y a des files d'attente et des tirages au sort qui vont se faire. Les villes des deux gars vont faire un journal commun qui vont distribuer à toute la ville pour faire la promotion du combat. Il y a des boutiques éphémères sur Naoya Inoue. Là, il y en avait une à Nawa, il y en aura une à Nagoya. Donc, qui vendent que des produits de Naoya pendant quelques semaines là, avant le combat. Est-ce qu'on réalise, Bruno, ce que c'est que la folie de ce combat? Et je rajoute un dernier chiffre qui va vous faire halluciner. C'est la 4e gate, donc argent généré à la billetterie de l'histoire de la boxe. Je viens pas de dire de l'histoire de la boxe au Japon, ceux qui nous écoutent, de l'histoire de la boxe tout court. Mayweather Pacquiao, 72 millions, Mayweather McGregor, 55, Canelo Crawford, que vous avez eu l'année dernière à Legend Stadium de Las Vegas, 47, Inoue Nakatani, 30 millions de dollars générés sur la pure économie japonaise. C'est dingue, Bruno. C'est fou. C'est complètement fou. Et tu parlais justement des boutiques éphémères. Pour les avoir vus du coup à Vegas, j'ai vu Canelo Crawford qui pouvait générer des boutiques éphémères dans une ville. Là, on parle d'un combat exclusivement nippon au Japon. En fait, c'est fou. Et ce qui est dingue, c'est que cette réalité-là, on la comprend pas ici. On n'arrive pas à se dire que c'est vrai là-bas, alors que c'est vraiment, on est témoin de l'histoire de la boxe, de la grande boxe et de la boxe japonaise. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à se dire, putain, c'est un combat de fou qui se passe et on laisse passer comme si c'était juste une actu. Alors que c'est dingue. Et pour te parler d'Inoue, il y a une économie parallèle de ces chaussures qui se vend. Parce qu'il a les chaussures de Naoya dans son sac. Il y a une économie parallèle, c'est fou. Il y a un marché gris de chaussures d'Inoue. Et là, ils évoquent sur le sold out, là, parce qu'il va y avoir une... Tu sais, eux, ils sont très carrés aussi, le Japon, là-dessus. Donc, tu vas avoir une ouverture d'un site de billets de revente pure. Je crois que c'est le 11 avril. C'est pas du marché noir, tu vois. Ils essayent d'éviter eux, même si tu peux jamais l'éviter totalement, mais ils essayent de faire un truc structuré. Et ça va être la folie, hein, ils disent. Les prix, ça va... Franchement, en termes d'histoire, c'est un message fort. C'est un vrai message fort en termes d'histoire. Et vraiment, en dehors du pur combat, c'est un vrai grand pas pour l'émancipation de la boxe mondiale. Et tu disais, l'histoire de la boxe de façon globale, pas que celle du Japon, je l'ai dit, 4e gate de l'histoire de ce sport de façon globale. Il faut quand même sourire, les mecs qui... Encore aujourd'hui, t'en as, hein, mais c'était encore plus le cas il y a quelques temps, mais ça se calme un peu vu comment tourne la carrière de Gervonta Davis, mais qui te disait, s'il affronte pas un Davis aux États-Unis, il sera jamais une star et il faut qu'il aille voir le mec qui est un draw, donc qui attire vraiment le public. On est en train, Naoya, il casse quand même tous ces clichés en fait qu'avaient beaucoup de gens de la boxe, hein, Bruno. En fait, il déconstruit l'image de ce que c'est la réussite d'un boxeur et ce qu'il doit faire. Donc, sans être une rockstar, sans avoir une grosse voiture et avoir un casier, il arrive à créer cette image de... C'est un bad boy, c'est un méchant, Naoya Inoue. C'est un méchant, j'ai pas envie d'être en face de lui et qu'il me dise je vais te finir parce qu'il va te finir. Donc, il arrive à vraiment déconstruire cette image-là et il est surtout indépendant. Il a besoin d'aucune autre tête pour être lui-même une star et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou et ça vaut pour les deux, quoi.
aujourd'hui, Nakatani, il a réussi à se créer ce chemin vers ce combat historique et il fait partie des 2 acteurs qui fait de cet événement une réussite. Et au cas où ça vous rassasiez pas assez, ce main event, le co-main event, c'est Takuma Inoue, champion WBC Bantam, donc qui a été 2 fois champion du monde à 118, le petit frère de Naoya, qui affronte Kazuto Ioka, qui est juste champion du monde dans 4 catégories, le japonais, qui va tenter d'être champion dans une 5e catégorie, ce qui historiquement, chez les hommes en tout cas au Japon, n'est jamais arrivé. Inoue tentera sans doute de le faire avec Feather. Mais rien que le co-main du Tokyo Dome, c'est un main event n'importe où ailleurs. Enfin, c'est un combat qui mérite un main event n'importe où ailleurs. En termes de chiffres et d'accomplissement, cette carte, elle coche vraiment énormément de cases. Et je pense qu'en tant que spectateur, c'est... tu vois la carte, c'est une chose, mais tu es témoin de l'histoire, quoi. Et c'est ça qui est fou. Comment tu vois le combat, toi ? Je n'ai pas encore entendu sur ce choc-là. Moi, je pense que les gens qui suivent la boxe sur Jab Life m'ont déjà entendu. Ouais. Je pense que Naoya va faire le boulot et bien le faire. Et que c'est le niveau. Et que Nakatani est un boxeur fabuleux, mais qu'il y a un moment, on parle d'un vrai all-time great. Quoi, y a there's level in that game. Il y a des niveaux dans ce jeu et que c'est le niveau au-dessus. Je pense que c'est trop gros. Je pense que c'est trop gros. Et comme je te disais, malheureusement, on a vu les limites de Nakatani. Et Inoue, c'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fioriture. C'est terriblement dangereux. Il est en face de l'histoire. Je ne suis pas sûr qu'il loupe la marche. Il va bien marcher dessus. Aujourd'hui, tu vois une faille, toi, à Inoue, quand tu vois les combats ? Non, et c'est terrible. Il est technique, il a le punch. Quand il se fait toucher, t'as l'impression que tu réveilles, ou quand il tombe, ce qui est déjà arrivé contre Neri, t'as l'impression que tu réveilles la bête. Derrière, il se fait plus jamais. Enfin, tu vois, et il domine le combat de A à Z à partir de la seconde d'après où il se relève. Il peut boxer maintenant. Il a montré sur ses derniers combats qu'il n'était pas obligé de boxer en cherchant le KO tout le temps. Oui. Il peut boxer aussi juste technique à mettre les points. Il domine. C'est comme Akhmad Aliev, il lui a mis un 12-0 et au revoir, tu vois. J'ai l'impression que peu importe le style en face, en fait, il a les réponses à tout ce gars-là. Là, selon moi, la seule faille d'Inoue, c'est son gabarit. S'il monte trop haut dans la catégorie. Mais je pense qu'il saura dire ok, là c'est trop. Mais c'est la seule faille pour moi. Et le temps, peut-être, à un moment ? Et peut-être le temps, ouais. Peut-être le temps, mais s'il arrive à rester dans les catégories où il est pertinent, il saura voir venir, je pense. Après ça, il y a un dernier combat, moi, qui me fait rêver. Je veux savoir si toi, il te fait rêver aussi, même si, en fait, la différence de Gab est quand même là. Et je pense qu'elle compterait. Mais Inoue Bam, quoi. Ça me ferait chier pour l'un des deux. Ça me ferait moi aussi, chier. C'est mes deux chouchous. Ça me ferait chier pour l'un des deux. Je trouve Bam phénoménal. Tu vas voir mon expression, mais c'est du porno de boxe, quoi. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi. Oui, en décembre, j'ai vu. C'est la première fois que je voyais Bam en vrai. J'étais choqué. Il m'a choqué. Vraiment, parce que vraiment, un highlight, il est choquant, mais il y a trop de mecs choquants à highlight. J'ai jamais vu un mec aussi juste de ma vie. Et ça me ferait chier de voir trébucher contre Inoue. Il parle de monter là, en bantam. On parle beaucoup de Vargas pour un titre. Il y a quand même pas, tu vois, on parlait tout à l'heure de storytelling, tu as une histoire qui s'écrit, quoi. C'est Bam va battre Vargas pour un titre. Va défier Takuma Inoue au Japon, le petit frère. va lui prendre sa ceinture. Et même si Inoue est monté en phaser depuis, mais tu vas prendre le micro et lui dit redescends. Viens redescendre et moi je monte, toi tu redescends et on remplit le Tokyo Dome ensemble. Je crois qu'il Bam, il était pas chez Daiken. Si, il a été beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'aussi, quand on parlait de Bam Nakatani, c'est compliqué aussi, tu vois. Mais oui, il a de grosses connexions au Japon. Et une fois qu'il va être en bantam, c'est la caté où les Japonais sont partout. C'est ça. Ces connexions, elles vont se faire. Mais il y a quand même, il y a une histoire qui s'écrit. Il y a une histoire qui s'écrit. Est-ce que le timing serait pas trop juste ? Ça se passait 1 an avant. Il y avait beaucoup plus de chances pour moi. C'est-à-dire, la montée de Bam était il y a 1 an. Il y avait quelque chose à faire. Parce que peut-être qu'il aurait déjà pu affronter. Ça aurait peut-être pu être lui contre Takuma au Tokyo Dome. Et là, ça aurait été fou. Mais je pense que maintenant, les promoteurs, managers regardent par poche de catégorie sur ces boxeurs qui peuvent traverser les catégories et ils arrivent à identifier le boxeur qui, dans le pound for pound, est la tête à abattre et ils construisent leur carrière de sorte à finir sur cette tête-là. Dans cette poche, c'était Inoue et je pense que
pour Eddie Hearn, pour le manager de BAM, c'est une évidence de se dire qu'ils vont aller chercher ce combat-là parce que c'est celui-là qui va générer. Et en plus de ça, dans des catégories comme ça où on n'a pas de... Il n'y a pas de mec aussi important, puissant sur la carte boxe que Inoue. C'est évidemment lui qu'il faut chercher. Donc, ouais. Et la dernière autour de ça, t'en parlais un peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas le Japon? Alors les gens savent à quel point je kiffe ce pays de boxe et ces petites catés, mais est-ce que c'est pas en vrai, et c'est sans doute très une conséquence de ce que fait Naoya, et peut-être que quand il s'en va, ce sera moins fort que ça, mais est-ce que c'est pas la vraie place forte de la boxe aujourd'hui? C'est-à-dire, Canelo Crawford peut faire une gate plus importante aux États-Unis et faire beaucoup de... Mais tu vois, sur ce que représente ce sport dans chacun des pays. Aujourd'hui, aux États-Unis, la boxe est hyper diluée. Si t'as un Canelo Crawford, ok, ça va intéresser les mecs, mais un week-end, tu vois. Et ça se trouve, le même week-end, t'as de la NFL. Donc là, le Japon va s'arrêter pour ce combat-là. Il y a des boutiques éphémères dans plusieurs villes. Tu sais, on en a souvent parlé, mais toutes les écoles qui se sont développées aujourd'hui, les gamins, il y a des milliers de gamins japonais qui font de la boxe, que ce soit au lycée, au collège, enfin l'équivalent lycée-collège, tu vois. Il y a des tournois nationaux qui sont diffusés à la télé pour des mecs de 15 ans. Tu vois. Naoya avait gagné le premier il y a quelques années. Est-ce que c'est pas la place forte de la... Alors, qui s'arrête à un niveau, puisque leur gabarit fait qu'on va pas les voir en poids lourd. Mais tu vois, le vrai pays où la boxe est le plus fort aujourd'hui dans ce qu'elle représente. Bah... Sorti de l'Angleterre et de la proximité avec la France, donc on voit l'Angleterre. Je pense qu'il n'y a pas d'autre pays plus puissant que le Japon dans le monde. Ils sont isolés. Ils sont isolés, on n'en entend pas parler plus que ça en Europe, malgré les événements fous qu'il y a. Et aujourd'hui, ils sont forts et puissants et ils arrivent à combattre ces limites de distance et d'isolement par l'excellence. Alors que l'Angleterre bénéficie de justement un appui européen, de la proximité avec les États-Unis, tout ça. Là, aujourd'hui, le Japon, en termes de protectionnisme et de OK, on arrive à se développer seul et produire ce type de... C'est très, 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 très fort. Parce que dans un monde où le Japon, c'est en Europe, ça, c'est x10, x100. Hein. Non, mais c'est complètement fou sur ça. Et même quand tu regardes Canelo Crawford ou les derniers combats des deux grosses stars britanniques, donc Fury et Joshua, il y a quand même ces deux grosses places de la boxe vont chercher l'appui d'un Turquie aujourd'hui pour organiser ce genre de gros combats. On va remettre les... Ohashi et Teiken disent merci messieurs. Nous on organise ça tout seul dans notre... En termes d'indépendance, c'est fou. Ça fait 3 ans que tout le monde cherche la main de Turquie pour faire quoi que ce soit. Et on le voit, là quand il a changé de direction, il y a eu une paralysie de tous les gros combats d'envergure mondiale, internationale. Tout le monde attend ce qu'il fait, alors que eux on dit non, je fais seul. Et ça c'est fou. Ils ont signé un partenariat d'ailleurs, avec Riyad Season, ils portaient les trucs, partenariat très bien rémunéré. Ils ont fait, te rappelles, la soirée en décembre à Riyad, où il y avait Inoue Nakatani dessus. Mais t'as l'impression qu'en fait, ils leur ont dit bon, prends ton argent, on vient faire tes petits combats machin, mais en fait, t'es pas dans notre game de ce combat. Alors que je suis sincèrement persuadé que Turquie, dans son idée de ce truc, avait l'idée de se dire je serais partie prenante d'un Inoue Nakatani, tu vois. Je serais en première ligne aussi avec eux, ce sera moi au milieu avec les... Et pas du tout, mec. Je pense que juste pour l'histoire, les Japonais n'ont pas eu de prix. Ils sont pas mis de prix sur cet événement. Ils ont dit non, ce sera le nôtre. Ce sera le nôtre et peu importe le nombre, ce sera le nôtre. Et c'est d'autant plus fort parce que justement, c'est un adversaire de plus à ce rouleau compresseur. Et c'est pas fini, je peux te dire. Parce que Ohashi notamment, mais les pépites qu'il a, les Yuta Sakai, Reito Kataoka qui vient de faire ses débuts pro il y a quelques jours là au Korakuen Hall, ils ont des... Tu peux les enfiler. Tu peux les enfiler vraiment. Mais là, il est en train de construire les Tsutsumi. Turquie, Il tente de rentrer par là. Et c'est beaucoup de talent, notamment Reito, le plus jeune. C'est très Tsumi, j'avais dit, je pense que Reito, d'ailleurs, il aurait pu derrière décaler vers Turquie et les gros combats, parce que autant prendre aussi beaucoup d'argent et avoir l'exposition internationale. Je pense qu'en termes d'apprentissage rapide, en plus, vu que tu sais comment ils font ça au Japon, je pense qu'il aurait été mieux de faire ses 5-6 premiers combats dans le système japonais. Korakuen Hall, j'enchaîne, j'ai moins la pression. Mec, il a commencé sa carrière pro à Times Square. Tu vois, et puis même l'exposition te bride quand tu commences, et
l'exposition montre qui tu es à ce moment-là. Donc, si tu montres pas la meilleure figure maintenant, c'est compliqué après de dire non, mais je vous jure, je suis meilleur. Parce qu'il a eu que des gros endroits d'exposition et c'est vrai que c'est compliqué de démarrer comme ça. Alors que c'est un talent Ah oui, extraordinaire. Excellent. Vraiment extraordinaire. Mais ils en ont. Oui. On fera un jour, si tu veux, une émission aussi spéciale, toutes les pépites du j'ai une note sur mon téléphone, elle est comme ça. Quoi. Ils ont des pépites de partout, les Dayakira, les machins. C'est de partout dans toutes ces petites catégories-là. Et dernier combat sur cette carte-là qui est absolument n'importe quoi, c'est Jin Sasaki, ancien adversaire de Brian Norman pour le titre welter, contre Sora Tanaka, aussi gros prospect de là-bas. Les deux, c'est les mêmes. Donc, tu vois, c'est quoi Sasaki? J'avance, je prends des coups, mais j'en mets, et c'est pas grave, il y en a un qui tombe. Tanaka, c'est la même. Donc, ça va être du grand n'importe quoi pendant le nombre de rounds que ça durera. Ça ira pas au bout. Et dernière là-dessus, on parlait de cette soirée en décembre où Nakatani, pour sa première en super bantam, avait été un peu décevant par rapport aux attentes, même si l'adversaire était bon en face, donc il n'a pas pris une blague pour le début. Ça t'a un peu aussi enlevé de la hype, ça t'a un peu fait dire les styles font les combats aussi. Par exemple, la gauche de Nakatani, je sais qu'Inoue est très ouvert aux gauches, il l'avait montré contre Neri, donc ça laisse un peu un petit suspense de dire si Nakatani la place, elle est tellement létale la sienne que ça peut peut-être machin. Mais est-ce que ça t'a enlevé de la hype sportivement? Tu vois, est-ce que le côté sportivement, j'ai perdu un peu d'intérêt. Sportivement, j'ai perdu un peu d'intérêt parce que j'y croyais pas trop. Là, j'y crois plus. J'y croyais pas trop. Maintenant, j'y crois plus et c'est vraiment direct. Il a pas eu l'espace de refaire un combat pour dire non, je suis vraiment imprenable. Et là, le dernier coup que j'ai en bouche, c'est celui-là. Et malheureusement, contre Inoue, j'ai peur que ce soit vraiment pas suffisant. Moi, ça m'a fait baisser aussi un petit peu le truc. J'étais déjà avec Inoue favori et qui va gagner, mais tu vois, la jauge, elle a fait hop, elle a fait un petit truc en plus. Et il y a un truc, une réflexion, je voulais avoir ton avis de boxeur parce que t'as pas de frère qui fait de la boxe, Bruno? Non. Mais une réflexion, je me suis faite quand j'ai vu ça. Je comprends ce qu'ils ont fait parce que c'est la plus belle carte possible pour le plus grand événement de boxe de l'histoire au Japon, Tokyo Dome, tout ce que tu veux. Avoir son petit frère qui combat juste avant, Takuma. Yoka, c'est fort en face. Imagine Yoka met un gros KO à Takuma. Et Naoya est dans le vestiaire avant le plus gros combat de sa vie, tu vois. Et il voit ça. Et tu vois ce que je veux revenir, de quelle question je vais te poser. C'est un risque en vrai. Il y a un risque d'être un peu déstabilisé. En fait, c'est s'ajouter de la pression supplémentaire parce que il y a le lien familial qui fait que tu peux pas être neutre par rapport à ce qui va se passer. Une défaite au point, moralement, c'est trop dur. Une défaite par KO, physiquement, moralement, c'est hyper dur. Mais est-ce que c'est pas ça qui rajoute de la magie à l'événement et qui donne envie de se dire si ce scénario se passe comme ça, est-ce que Nakatani peut prendre le dessus, etc. Enfin, ça ouvre à tellement de spéculations. Moi, je trouve qu'il faut une vraie paire de balls de boxer dans la soirée de son frère et même la responsabilité du petit de se dire putain, si je perds et que je perds mal, je mets en danger mon frère. Donc, il y a ce double lien qui est hyper dangereux. D'ailleurs, tu sais, on parlait de storytelling, de raconter des histoires sur ça, mais qui te dit si Yoka et Batakuma que Yoka, même si ce serait une folie physiquement, disent pas après au micro, Naoya, je viens de battre ton petit frère, vas-y, je tente une dinguerie, je tente de monter dans une 6e KT. Il est trop logique, le pas. Et on fait Inoue et Yoka. Il est trop logique. Inoue et Yoka au Japon, si Yoka a battu Takuma, c'est lourd de fou. C'est terrible. Mais le pas est trop logique. Le pas est trop logique et je pense même qu'il le fait, et il a ça en tête, et il a que ça en tête. Inoue, c'est je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est le money fight pour tout le monde. Hein. Donc, jusqu'à 130. Tout le monde veut Inoue. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui l'empêcherait de monter faire ce combat? On rappelle que le même jour, il y aura Benavidez Zurdo. Ouais. Tranquillement, en cruiserweight. Donc Inoue Nakatani, Benavidez Zurdo, Wardley Dubois, Boutzayas, on vient d'en parler. Peut-être un Bam Vargas qu'on a évoqué aussi, Nunes Navarrete qu'on a vu, Cruz Moratella, Smith Puello, qui a été annoncé aussi, Inoue Yoka, Neri Casimero, moi j'adore ce combat, ça va être une bonne guerre. Il y a Tenshin Nazukawa, l'autre grosse star japonaise contre Estrada, même si Estrada est plus sur la fin. J'ai noté Léo Halim également, Kelly Murtazaliev dont tu parlais tout à l'heure, quand Kelly a pris la ceinture IBF. Les 6 premiers mois de boxe, Bruno, c'est fou. C'est fou, c'est dingue. Notamment le mois de mai, mois de juin, là, mais les 6 premiers mois sont fous. Non, franchement, il est sur une très 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 grosse année et
Et pas que d'ailleurs, on rajoute bien sûr Shakur Teofimo qui était en janvier. Ouais. Et c'est pas que du Turquie, tu vois. Non, c'est. Loin de là. Il y a c'est beaucoup bien des combats que j'ai redistribué. dit, c'est En fait, d'autres promoteurs. C'est bien redistribué et vraiment la pause qu'il a mis, elle a alerté les autres promoteurs auxquels on est en train de créer une dépendance qui est trop forte. On est en train de mal habituer les boxeurs à ce genre de rémunération et il faut qu'on réapprenne à travailler sans lui parce que sinon ça va être très 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 compliqué. Et lui réplique en OK, ben, je surpaye pour signer et maintenant vous allez comprendre que si vous voulez toucher cet argent, il faudra signer là. Et c'est ce qui est en train petit à petit de se passer. On est d'accord que ça change les négociations quand on a bien mangé, Bruno. Ah oui, ça change totalement les négociations. Et puis tu peux plus te brader, on est tu te d'accord. sens lésé. Ouais. Maintenant, mon prix, c'est ça. Ouais. Mon prix, c'est ça. Pourquoi j'irais là Pourquoi j'irais là et du coup, ça crée ce bras de fer dans le sens où les promoteurs sont au courant que ce prix, tu le toucheras plus. Donc, ils vont essayer de te serrer. Et soit tu acceptes ça, soit tu boxes plus. Donc, c'est un bras de fer constant. Et vous savez, ceux qui suivent cette chaîne, que j'adore les deux sports. Donc, ce que je vais dire là, c'est pas qu'un reproche, c'est aussi une envie que de l'autre côté, ça se réveille. Mais sur les 6 premiers mois, the best fight the best, les meilleurs affrontent les meilleurs, c'est pas en MMA. Hein. Ouais, complètement. C'est en boxe anglaise. Là en ce moment, comme je te disais, le zéro est en train de se gommer. Et le seul moyen de faire maintenant, de générer de l'argent, c'est de boxer le meilleur. Donc maintenant, tout le monde cherche à boxer le meilleur. Et c'est ça qui fait qu'on avance. Un mot sur la soirée du 25 avril, j'en parlais tout à l'heure. Bruno, Bakary Samaké et Samaké Promotion aussi, qui est associé avec Queensberry pour faire une énorme soirée. C'est à l'Adidas Arena, à Paris, donc 25 avril. On aura Bakary contre Ermal Adribej, qui est un très bon boxeur en plus, invaincu, albanais. Et on aura aussi Tony Yoka de retour en France contre Laurence Okoli. Grosse possibilité Okoli, il est numéro 1 WBC chez les lourds, je crois. Puisque t'as cavaillé l'intérim, mais je crois qu'il est numéro 1. Donc énorme opportunité de carrière pour Tony si jamais il bat Laurence Okoli à Paris. Déjà, de façon globale, mais ça fait du bien à la boxe en France, non, d'avoir une soirée comme ça. Ça fait du bien à la boxe en France. Je sais pas si tu as vu, hier, ils ont annoncé les boxeurs en sous-carte. Oui. Donc, tu as El Adri, Enzo Marguerite, tu as beaucoup, je crois, si ce n'est exclusivement, non, je crois qu'il y a un boxeur qui n'est pas français, mais tu as énormément de boxeurs français. Donc ça fait du bien pour tous les autres boxeurs de la sous-carte de boxer en Adidas Arena. Avec des stars comme Bakary et Tony. Avec des stars sur Dazen, avec une promotion mondiale qui va faire que cet événement va devenir viral parce que c'est le premier pas d'une promotion étrangère en France. Donc ça va être quelque chose vraiment bénéfique pour la France. Donc c'est important de soutenir cet événement pour pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau et de montrer que ok, on sait faire UFC Paris, mais les événements de boxe, on sait aussi soutenir et ça va être quelque chose de grand. En vrai, chapeau bas à Issa Samaké, Bruno. Parce que c'est pas... On a signé avec Queensberry pour que Bakary devienne un combattant Queensberry et qu'ils essayent de le monter. On a signé un partenariat. Nos deux noms seront sur l'affiche. Samaké Promotion et Queensberry. Et Queensberry, on les fait venir en France. Pour la première fois, on les fait venir chez nous pour mettre nos stars en avant dans notre salle. Et c'est comme ça que Issa a placé ses boxeurs. Il n'a pas subi Queensberry. Il a vraiment, ok, j'ai Bakary en tête d'affiche et mes boxeurs vont boxer en sous-carte. Et ça, c'est quelque chose de vraiment bénéfique pour la boxe en France parce que on n'est pas juste un endroit qui va se faire avaler par une grosse promotion étrangère. Ça, c'est génial. Et aujourd'hui, les deux têtes d'affiche vont avoir la lourde responsabilité de s'imposer, de montrer, ok, voilà, il va falloir composer à nouveau avec la France. Parce que Yoka aura la possibilité de réouvrir une conversation mondiale avec justement le scalp d'Okoli. Avec tout ce qu'on a dit chez les lourds, tu as des possibilités qui s'ouvrent. Hein. Si Kabayel est coincé, il n'a rien d'autre à faire, tu as battu Okoli. Aujourd'hui, il reprend le pouvoir, surtout chez Queensberry qui possède quasiment tous les lourds performants de la division. Et puis t'as Samaké qui se rapproche petit à petit. Enfin, il a un pas d'un Ortiz, il a un pas d'un Fundora, donc. D'ailleurs, c'est build, c'est demi-finale éliminator, hein, ce combat pour Bakary, numéro 1 WBC. Donc là, il sera dans la conversation s'il s'impose ce 25 avril. Comment tu vois ces deux combats-là? Alors le combat de Bakary, les deux sont chauds, hein. Les deux sont très chauds. Les deux combats sont très chauds. Je pense que Bakary va s'imposer et j'espère qu'il le fera avec la manière comme ça. L'événement sera d'autant plus viral.
Le combat de Tony, c'est un vrai combat très très dur. Okolie, champion du monde en lourd léger, en bridger, il me semble. Aujourd'hui, il s'entraîne avec Joe Gallagher, qui est un très très bon entraîneur. Donc, ça va être un combat hyper excitant. C'est à la fois excitant, et puis moi, je me souviens quand ça a été annoncé, on s'est dit. Et c'est aussi à la fois tu vois, parmi tous les gros lourds de la planète, c'est pas le moins bon des profils pour un Tony à prendre. Loin de là, quoi. Pas du tout. C'est une vraie prise de risque, mais je pense que c'est une prise de risque nécessaire pour rentrer par la grande porte dans ces conversations. Donc, c'est un combat hyper excitant. Je pense que Tony a la mesure de l'événement. Aujourd'hui, il n'est pas dans les mêmes configurations qu'il était avant, dans le sens où son équipe est différente. Et dans la soirée, il n'a plus la même place qu'il avait avant. Aujourd'hui, il partage justement la tête d'affiche avec Bakary, ce qui justement te permet aussi un peu de souffler en termes de truc. Ouais. Ça te permet de souffler aussi en termes de pression. Donc ça va être vraiment hyper excitant et j'espère que ça se passera bien pour les deux parce que c'est pas seulement leur carrière qui est en jeu, c'est vraiment toute la boxe en France qui va respirer si tout se passe bien, quoi. T'as raison, ça joue beaucoup sur au-delà de leur carrière ce soir-là. Et en effet, moi je l'avais même pas bien vu comme ça, mais quand tu m'ouvres en disant ça, mais Tony, il a même moins la pression en fait ce soir-là qu'un Bakary. Ouais. C'est-à-dire que tu perds, bon bah. Oui. T'as déjà eu des défaites dans ta carrière, c'est Okolie en face qui était numéro 1, t'as pris un risque, c'est pas passé. T'as cherché à te réinventer et à reprendre le fil de ta carrière de façon bonne, c'est pas passé. Bakary, oui, Bakary, il faut s'imposer. Il a une porte. Enfin, il a une marche, il a un combat de. Voilà, si tu trébuches sur la dernière marche. Tu trébuches Mondovision. Ouais. Donc, c'est ça qui est compliqué. Il a les armes pour le faire. J'ai aucun doute sur le fait que Bakary a tout pour s'imposer. Il a les armes pour le faire. Avril, mais c'est un gros combat pour lui, Bruno. Gros combat, gros test, il va falloir être présent. Yoka Okolie, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la pression, elle est du côté d'Okolie. S'il perd, il se ferme la porte. Il se la ferme, vraiment. Il se ferme la porte. C'est sans doute la première fois que sur un combat en France, la pression est sur l'adversaire et non sur Tony. Donc ça va être un très 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 gros combat. Warren, ils ont réussi à le ramener chez lui, quoi. Enfin, tu vois, il a l'avantage du public et tout. La situation est top pour Tony. Et Warren, il fait un pari totalement gagnant. Il a les deux. Donc quoi qu'il se passe, il a le gagnant. Donc ça c'est intelligent. Mais c'est une très 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 belle soirée. Ça va être un gros moment de sport et c'est important que le public soit présent pour pousser. D'une, pour encourager l'athlète, de deux, pour montrer que c'est un signal fort pour Dazen qui vient en France, pour Queensberry. Ok, on peut faire quoi. Si vous aimez la boxe, soyez là. 25 avril, n'hésitez pas, prenez vos places, t'as raison. C'est une soirée très importante pour la boxe en France. Et Warren, il est gagnant. Donc, si Okolie confirme sa place mondiale si ça gagne, si c'est Tony, lui, se remet dans une discussion possible pour un championnat du monde. Et avec tous les mecs qu'il a, tu peux faire revanche de Rio, tu peux faire ce que tu veux. Avec Tony Yoka, s'il s'impose le 25 avril. C'est plutôt pas mal. Fini sur une petite. Je voulais te faire réagir sur une petite actu. En petite actu qu'on n'a pas dit, Geo Petaya, on lui a enlevé sa ceinture IBF. Vous vous souvenez que dans le dernier épisode de Jabenouk, on vous a expliqué tout ce qui s'était passé avec depuis qu'il a pris le titre de Zoufa Boxing, justement. Gianni Beck aussi, Alimko de Kanoulis chez les 160 chez les moyens, a aussi été strippé par l'IBF. On lui a aussi enlevé sa ceinture. Ça, c'est aussi pour un contrôle positif. La raison de ça. Et je t'en ai parlé tout à l'heure, mais juste pour sourire, et on se conclut là-dessus. Mayweather, Pacquiao 2, je sais pas si t'as vu, mais c'est génial parce que il y a 15 ans, ils ont mis des années à le faire tellement ils s'embrouillaient sur tout. Et pour la revanche, dont tout le monde se fout, on va pas se mentir, sportivement, ils continuent de s'embrouiller pour pas réussir à mettre le truc en place. Donc Floyd dit que c'est une exhibition, mais le côté Pacquiao, on dit qu'il a signé pour un vrai combat professionnel, donc il remet son zéro en jeu. Donc il est en dehors du contrat, donc il va peut-être devoir qui peuvent l'attaquer. Apparemment, j'ai vu des infos cette nuit que Mayweather aurait déjà touché de l'argent. Sur cette signature de contrat, il aurait déjà touché une partie de l'argent. Parce que, en plus, tu as vu, il a mis en procès Showtime et tout. Je pense que Mayweather, malgré tout ce qu'il a gagné, apparemment, les investissements n'étaient pas bien placés, Bruno. Faire attention à son argent, Bruno, tu le sais. Bien le placer. C'est important. Mais ça t'intéresse, ce combat-là et de les voir comme ça encore s'embrouiller sur les conditions du combat 15 piges après. J'ai grandi avec les combats de Mayweather. Il m'a fait rêver, il m'a fait aimer la boxe. Et là, aujourd'hui, il est dans des discussions, elles sont dégueulasses. Reste le champion que t'es. Après, il y a des enjeux que je comprends, mais bon, il salit le rêve que j'ai de lui, quoi. Donc,
Je dis, là, je pense qu'il a besoin d'argent, je te jure. Oui, il a besoin d'argent. Et que là, il s'est rendu compte, Là, en fait, c'est- attends, mais je mets le 0 en jeu. Pacquiao, en vrai, il a fait un combat il n'y a pas si longtemps. Compétitif. Mais attends, et si je perds mon 0 en fait contre Pacquiao, même si je fais pris mon chèque, tu vois, je pense qu'il est là, il a essayé de tourner le tenant. Vas-y, on se fait une exhibition, sauf que t'as signé, mec. Enfin, Non, là, c'est dur. c'est triste à voir. C'est très prévu triste. pour septembre. Hein, on Ouais, rappelle, apparemment, si jamais ça reste en place, parce que vu comment ça tourne, ouais, j'ai l'impression que ça peut vriller cette histoire-là. Non, mais c'est. Ouais. Il y a autant de chances que ça finisse dans une cour de justice que en. Et ce qui est chiant, c'est que ça va être repris du grand public et on va plus parler de ça que d'autres choses. Parce que c'est des noms qui sont légendaires, on va parler de ça plus que d'autres choses. Et le grand public va dire ah mais je comprends pas, il faut un Mayweather Pacquiao 2 et tout. Alors que comme tu as dit là, les 6 premiers mois c'est fantastique et venez on parle de ça plutôt que de ça. Mais bon. Bruno, on parlera de ça dans Bruno et Nerby. C'était la première, mais pas la dernière. On va se revoir ici et c'était un plaisir de parler boxe avec toi comme d'habitude. Et donc, comme je dis, j'espère qu'on va le faire beaucoup, beaucoup de fois. On attend les nouvelles, les annonces. On sait que Bruno va reboxer bientôt. C'est ça. Si vous savez un peu lire entre les lignes, je pense que vous avez compris des trucs dans cette émission. Et si vous avez toujours pas compris, Edgar Berlanga a signé sans doute chez Zuffa. Edgar Berlanga a signé. C'est bien Edgar Berlanga. C'est sympa. C'est un bon adversaire. Portoricain, New York, c'est cool ça. C'est bien suivi. Je prends. Voilà, nous terminons là-dessus. Merci monsieur Bruno Suras d'être venu de Marseille pour ça. Bruno et Nerby, c'était l'épisode 1 et ça va continuer. Comme je vous ai dit au début, on met pas de... Comme Bruno est en prépa, parfois il est à Dubaï, parfois on se dit pas vous allez le retrouver toutes les 2 semaines ou tous les trucs sûrs, mais quand Bruno pourra venir, il viendra, on ouvrira le micro, on ouvrira la caméra, Justine en régie comme d'habitude avec nous et on pourra parler de boxe ensemble. Merci Bruno. Merci à toi. Et on va rester ensemble cet après-midi. Pareil, j'en dis pas plus, mais Justine va être impliquée, sachez-le. Il y a un défi qui se prépare. Merci beaucoup, merci à tous et à très vite. Boxe, MMA, on continue sur Jab Life.